Samy Vell, un artiste engagé, défenseur des cimes. Le nouveau texte et images des éditions Paulsen, Guérin-Chamonix. Un livre de Sophie Queneau. Une soirée Guérin-Chamonix avec Catherine Queneau, iconographe du livre, et Lorraine Berger-Afanasieff. Bonsoir tout le monde, merci d'être là pour accueillir ce soir Catherine Queneau. Bonsoir, qui vient pour nous présenter le livre de Samy Vell, qui est donc la première biographie de Samy Vell, en texte et images dans cette belle collection. Et Sophie, donc ta fille, tu vas nous expliquer, n'est pas là, mais c'est elle qui a écrit le livre, et toi, tu t'es chargée de toutes les ressources. Voilà, c'était un travail d'équipe. Sophie avait cette idée depuis pas mal de temps, elle l'a proposée aux éditions Guérin. Et elle s'est mise à raconter l'histoire. En fait, il y a beaucoup de livres de Samy Vell, vu qu'il en a écrit 50. Et il y a quelques livres sur lui, sur son œuvre, avec des reproductions, beaucoup, et des petits textes. Mais il n'existait pas de biographie comme cela, qui déroule tout le fil de sa vie. Donc elle a mené l'enquête. Et moi j'ai suivi, comme déjà pour d'autres livres avec elle, pour organiser, et sans elle aussi. T'en as fait beaucoup ici, hein. Tu es là depuis le début. Hein. Là oui, j'en ai fait une quinzaine de textes et images. Et celui-là c'est le 50e. Voilà. Donc c'est important, ça nous fait plaisir. Et c'était passionnant, à la fois passionnant et pas très facile parce que la vie de Samy Vell était un petit peu éclatée. Il y avait les Amis de Samy Vell, l'association des Amis de Samy Vell, qui ont un site très impressionnant où ils répertorient absolument tout ce qui est paru. Mais il n'y avait pas la biographie. Donc, voilà. Et donc, explique qui est sur la photo, là. Alors, Sophie a tout de suite sympathisé, c'est un grand hasard, avec Luce Gaillet, que vous voyez à droite, Sophie à gauche, qui est la petite fille de Samy Vell. Elle a une sœur et un frère, donc ils sont 3 petits-enfants. Samy Vell avait 2 fils, Philippe et plutôt Vincent d'abord et Philippe ensuite. Et Sophie a sympathisé avec Luce et sa maman, qui est d'ailleurs décédée depuis, mais qui nous ont permis d'avoir... Enfin, elle ne possédait pas grand-chose, mais elles nous ont permis de reproduire à la fois des photos de famille et des œuvres généreusement, avec toute la bénédiction possible. Ouais, la famille. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus sur Samy Vell. Un royaume s'offre à l'orphelin. De ce père disparu 3 mois avant sa naissance, il ne lui reste que le prénom, Paul Gaillet, officier de cavalerie, est mort à 32 ans, en avril 1907, après avoir contracté une pneumonie pendant une mission hivernale dans les Ardennes. Impossible de tisser des liens avec un homme que l'on n'a jamais vu. 70 ans plus tard, en rangeant des photos de famille à l'occasion d'un déménagement, Paul, fils, écrira cette légende. Photo sur verre du mariage de ma mère, né Marcel Tancrède, avec le lieutenant Gaillet, très probablement à l'église de Passy, 16e, Paris. Le lieutenant, pas mon père. Au décès brutal du lieutenant Gaillet, la veuve bien entourée alla s'installer dans la demeure du boulevard Suchet que son propre père avait fait construire avant de disparaître lui aussi. Mais sa mère, Marie, était aux petits soins et va l'aider à accueillir le bébé qui voit le jour à la maison le 11 juillet 1907. J'étais un enfant timide, naïf, souvent solitaire, élevé ou plutôt couvé par 2 femmes aimantes et attentives qui me traitaient comme un dauphin. Quand il n'est pas sur les bancs de l'école, garçon, l'établissement catholique qu'il fréquente, Paul passe son temps au jardin à s'inventer des voyages. Il dessine tout ce qu'il voit dans un carnet de croquis. Dès l'âge de 7 ans, il essaye de faire recopier les dessins d'Annecy, un illustrateur alsacien du début du XXe siècle, dont les compositions foisonnent de détails, de couleurs, de personnages au visage rond et naïf. L'enfant lit beaucoup et semble particulièrement s'intéresser aux illustrations. Sa mère le regarde grandir avec attendrissement, mais aussi parfois avec une inquiétude un peu oppressante. Et si son fils attrapait la même maladie que son père, elle ne pourrait le supporter. Les fumées noires qui s'élèvent quotidiennement au-dessus de Paris industriel de l'époque n'ont pas de quoi la rassurer.
Quand la Première Guerre mondiale éclate en 1914, Marcel écrit à l'un de ses oncles qui vit au château de Barral à Bissy, tout près de Chambéry, pour savoir s'il pourrait l'héberger pour l'hiver avec son enfant. Demande acceptée. À partir de 1914, le petit Parisien passe chaque saison froide en Savoie. Voilà, donc là, on a une photo de lui en 1914 ou 15, où il est dans les environs de Chambéry. Et comme Lorraine vient de lire le texte de Sophie, on voit que il est un petit peu tristounet, ce petit garçon. Bah oui, il est un petit peu tout seul. Et ça sera une des caractéristiques de nombreuses photos de lui, que vous allez en voir certaines, il y en a dans le bouquin. Il sourit pas souvent et pas largement. Et donc, peut-être que ça lui reste de cette époque. Et à cette époque-là, son nom, c'est Paul Gaillet. Alors, il s'appelle Paul Gaillet, comme son père, à cette époque. Mais plus tard, il va ajouter Gaillet Tancrède, du nom de sa maman, que vous avez vu ici. Voilà, avec c'est leur mariage, Marcel Tancrède. Il trouvait que Paul Gaillet, c'était très banal, qu'il devait y en avoir d'autres en France. Donc, il a adjoint le nom de sa maman. Mais il vient d'une famille assez aisée quand même. Hein. Oui, même très. Une famille de militaires, du côté de son père et du côté de sa maman aussi. Des bons bourgeois. Ça va, oui, ça va. Tout va bien. C'est déjà pas mal. Quand on se retrouve orphelin. Mais élevé par des femmes. Voilà. La vie est douce à Chambéry, mais Marcel tient à ce que son fils passe le plus de temps possible au bon air de la montagne. Depuis ses 3 ans, elle l'emmène passer quelques jours de vacances au Contamine, en Haute-Savoie. C'est dans ce village de 500 habitants, blotti contre le flanc ouest du massif du Mont-Blanc, que vit sa sœur Germaine Saunier. Après plusieurs séjours à l'hôtel de la Bérangère, en 1920, la veuve décide de faire construire un chalet à la Frasse, près de celui des Ancelets, avec qui la famille Gaillet a des liens de parenté. Ce hameau dominant le bourg s'agrandit peu à peu pour accueillir les premiers résidents secondaires qui affectionnent le calme de cette vallée encore très agricole, restée à l'écart de l'effervescence de sa voisine Chamoniarde. La nouvelle maison au volet bleu est baptisée l'Armancette, du nom d'un glacier qui s'écoule des dômes du Miage au-dessus du village. Au fil des vacances au Comtat, Paul se laisse envahir par la passion de la montagne. Le petit garçon contemplatif est devenu un grand gaillard d'1,85 m, au visage impassible et à la chevelure brune sagement peignée vers l'arrière. Inlassable marcheur, il ne semble jamais fatigué d'aller débusquer les merveilles de l'altitude. À 16 ans, en 1923, il est au sommet du Mont Blanc avec un guide. Sa mère, préférant qu'il s'initie en toute sécurité à la haute montagne, engage aussi un professionnel pour le conduire au Peigne ou à la Dent du Géant, grande classique du massif du Mont Blanc. Ces expériences lui donnent des ailes et Paul prend rapidement son indépendance. Ce qu'il souhaite, c'est découvrir des itinéraires vierges et par chance, il n'y a qu'à suivre les sentiers depuis l'Armancette pour en trouver tout autour du glacier de Trélatête. Paul se trouve de solides compagnons de cordée au sein d'autres familles de vacanciers chez les Picard de Paris et les Keller de Marseille. On grimpe fort. En juillet 1926, Paul Gaillet et Marguerite Picard sont ainsi les premiers à remonter la pente à 55 degrés du couloir sud de la face ouest de Belleval. En août, les revoilà engagés sur l'arête est de l'aiguille des Lanchettes par le col des Glaciers. Ces 2 ascensions leur valent une mention dans le guide Vallot, la Bible des alpinistes, et pour enfoncer le clou, Paul empoche aussi la première répétition de ces 2 voix en solitaire. Oui, alors ça, c'est un aspect de Samivelle qu'on connaît moins, c'est-à-dire qu'il a fait des premières dans le massif de Trélatête, il était très fort, et il a eu, comme tu l'as dit, les honneurs du guide Vallot pour certaines premières, et il s'est mis à écrire dès 1926, donc à 19 ans, si je suis bonne en calcul, ouais. Et dans la montagne, puisqu'il était inscrit au CAF très jeune, tout jeune, sa maman l'avait inscrit au CAF, il a gardé des liens avec le CAF toute sa vie et il a écrit de nombreux topos, des itinéraires à ski, il dessinait des cartes lui-même et là vous le voyez à peu près à cet âge-là et c'est le début d'un article signé donc Paul Gaillet Tancrède. C'est pas encore Samivelle. Non. Et il est même pris au groupe de haute montagne, tu peux en dire 2 mots? Oui, ouais. Alors ça a été, on a eu, je sais pas pourquoi, Sophie a eu des difficultés à trouver vraiment
cette inscription, mais il était bien au GHM. Et il a d'ailleurs, vous allez voir après, il a commencé à faire des dessins pour la revue du GHM dès 1929. Alors là, je vous explique ce genre de photos, c'est lui qui les a prises. Il emportait dans ses ascensions des plaques de verre, un appareil à plaques de verre, stéréoscopiques. Donc elles sont comme ça. Luce Gaillet a retrouvé un tas de plaques de verre chez sa maman. On les a récupérées à Chamonix. Il y en avait à peu près 500 dans des petites boîtes, très difficiles à manipuler. Et pour la petite anecdote, je les ai sorties une par une sur ma table lumineuse de salle à manger et photographiées avec mon téléphone en me disant il faudra par la suite, il faudra le faire d'ailleurs, hein, il faudra les faire reproduire professionnellement. Mais pour le livre, eh bien, c'est sorti comme ça, c'est une petite plaque de verre comme ça, photographiée avec un téléphone sur une plaque. Et voilà le résultat. Et voilà le résultat. Donc ça, c'est les progrès du numérique que vraiment, on s'y attendait pas. Ouais. Avec Stéphanie Tizy, donc qui a fait ton éditrice. Voilà, éditrice et qui a fait la mise en page de ce bijou comme elle sait faire. Au début, quand je lui ai passé ces documents, je dis bon, bah ça va pas aller, il va falloir les ressortir et non. Et là, on a une vue, donc il n'est pas sur la photo, bien sûr, c'est lui qui les prend, mais il emportait cet appareil très compliqué, il fallait développer sur place, enfin... Et puis il faut quand même redire qu'à l'époque, il n'y a pas de remontée mécanique. Ah bah non. Aucune remontée mécanique dans toute la vallée. Hein. Non, mais il faut quand même le dire. 1928, non. 1928, ouais, on oublie vite. Et il y en a comme ça, à peu près 500, donc il y a du travail à faire. Ouais. Ah, tu les as pas toutes regardées? Si, regardées, mais pas toutes reproduites. Ouais. Voilà. L'enfant c'était des négatifs. Ouais. Excuse-moi. Non. C'était des négatifs. Alors pour regarder les négatifs, c'est pas non plus évident. L'enfant de la capitale est devenu un solide montagnard avec les contamines pour camp de base. Il reste très proche de sa mère, mais un jour, une nouvelle femme fait irruption dans sa vie. Aujourd'hui, dans la famille Gaillet, plus personne ne se rappelle vraiment comment Paul et Suzy se sont rencontrés, peut-être sur un chemin de randonnée. Suzanne Régnier vient d'une famille bourguignonne plutôt aisée qui pratique la montagne depuis longtemps. Elle va donc facilement suivre Paul en altitude. Cette jolie petite brune a un caractère bien trempé, un naturel dynamique et une joie de vivre contagieuse. Et les voilà tous les deux, un jour de mai 1930, sur les bancs d'une église de Chambéry pour échanger leurs vœux de mariage. Cette union va conduire Paul vers de nouveaux paysages à l'autre bout des Alpes. Les jeunes époux se voient dotés d'un mât à Saint-Paul-de-Vence, village fortifié perché sur les hauteurs de Nice. Le charme de ce promontoire, offrant une vue à 360 degrés de la Méditerranée jusqu'au premier bastion des Alpes, les fameux Baous, n'ont pas échappé à une brochette d'artistes qui y posent leurs chevalets dans les années 20. Paul Signac, Raoul Dufy, Soutine, sont les précurseurs de cet engouement pour Saint-Paul qui attirera, à partir de 1950, tout le gratin des peintres, des écrivains et des cinéastes. Lorsque les jeunes mariés posent leurs valises à la Cigale, le village reste un havre de calme aux couleurs de la Provence. La maison, située à 1 kilomètre du centre, est entourée de fermes et le jardin fleure bon les iris et les mandariniers. Il n'y a ni eau ni électricité lorsqu'ils s'y installent, mais le confort s'améliore peu à peu. Dès 1933, les babillages d'un petit Vincent résonnent entre les murs épais de la vieille bâtisse. Suzy, elle aussi chantonne, toujours gaie et insouciante. Paul passe de plus en plus de temps à travailler dans le vaste atelier qu'il s'est aménagé à l'étage. Dans les rayonnages de sa bibliothèque, il garde précieusement le fameux livre que lui a offert sa tante Marie Falcouz. Depuis l'adolescence, il lit et relit ses aventures de Monsieur Pickwick, dans lesquelles le jeune Charles Dickens, 24 ans, imaginait les tribulations d'un groupe de gentlemen décidés à faire le tour du monde et à raconter leur voyage au fur et à mesure par courrier aux autres membres de leur club. Voilà, alors, alors, je reviens juste en arrière parce que là, vous voyez donc Suzanne Régnier. Ah oui. Quand même, dans une ascension, on peut dire, pas si facile. Elle contemple les faces nord des courtes et des droites. Ouais. Et donc, Suzy, cette petite silhouette, il l'a photographiée un nombre incalculable de fois.
Et aussi, on la retrouve dans énormément de petits dessins. Quelquefois, il y a des dames, il y en a beaucoup de dames dans ces dessins, des messieurs, des gros, des bedonnants, des maigres. Mais souvent, si on cherche, on trouve Suzy. Et donc, voilà. Et là, vous voyez leur mariage à Chambéry. Très mignon. D'ailleurs, ils me font penser, la même année, Frison Roche et Marguerite se sont mariés à Chamonix. Ouais, c'est des et on dirait les mêmes. C'est un grand avec Ouais. une toute petite brune. C'est la même année. Voilà. Leur parcours, il faut dire que Frison est né en 1906, Samivelle en 1907. Et ils se sont tout le temps suivis. Hein. Ils étaient en communication. Martine Charrois, la fille de Frison, se souvient de très bonnes soirées à Vence quand Frison habitait à Nice, et Samivelle à Vence. Et elle a de très bons souvenirs de dîner en bonne compagnie. Mais alors, moi, je te branche un peu sur les aventures de Monsieur Pickwick. Ah oui, alors, Monsieur Pickwick. Donc, c'est une tante qui a offert ce livre. Et dans les personnages, il y a un cireur de chaussures très débrouillard qui s'appelle Sam Weller. Et dans l'histoire, le papa de ce Sam Weller l'appelle Samivelle. Et ça a fait tilt. Et Paul Gaillet-Tancrède s'est dit, ça me va, ça me chausse. C'est son nom d'artiste. C'est son nom d'artiste. Et assez vite, il va prendre le nom de Samivelle. Mais dans les journaux dans lesquels il publie ses premiers dessins, c'est des petits journaux de Grenoble, et puis ensuite dans la revue du GHM, ce qu'on a retrouvé de plus ancien, grâce à l'ENSA, ici, où ils ont les annales du GHM et où j'ai pu aller les photographier. Il signe encore Gaillet-Tancrède. Donc, là, je te laisse faire, mais... Ouais. Donc là, on va parler justement de son travail à alpinisme et la vie alpine. Au cours des 3 années de ces doubles collaborations, on retrouve régulièrement dans ces 2 revues une cordée d'aventuriers des cimes hilarants malgré eux. Un grand maigre, le meneur, et un petit gros qui tente péniblement de suivre son camarade malgré les embûches. À l'époque, plusieurs duos de personnages comiques au physique contrasté ont déjà fait le succès de nombreux auteurs, dessinateurs et cinéastes à la fin du XIXe siècle. Les Bouvard et Pécuchet de Flaubert, ou encore Séchault et Poulard imaginés par le peintre des Hautes-Alpes, Émile Guigues, pour son livre Fantaisie alpestre. Plus contemporain, on peut penser aux inénarrables, Laurel et Hardy, apparus sur les écrans de cinéma dès 1926. Il y aura aussi le tandem Dupont et Dupont, dessiné par Albert Dubout en 1931 et repris par Hergé peu après. Samivelle pressent en tout cas que la carrière de ces 2 huluberlus ne fait que commencer. Après quelques publications, il décide de les baptiser Samovar et Baculot. Probable hommage au fameux professeur de philosophie. Le jeune graphiste ne fait pas que plaisanter, il glisse quelques constats parfois dérangeants. Tout d'abord, altitude ne rime pas toujours avec solitude, contrairement aux images d'Épinal de l'époque. Dans la vie alpine, un refuge à la cheminée fumante semble sur le point d'exploser sous la pression des pensionnaires trop nombreux. Le refuge était presque vide, ironise la légende. Dans Alpinisme, c'est un refuge imaginaire qui déborde le Tacu Palace, dessiné par Samivelle pour illustrer l'histoire d'une compétition d'escalade franco-italienne dans la face nord des Grandes Jorasses, signée Étienne Brul, éminent membre du GHM. La montagne n'est pas non plus un espace vierge et pur. 2 alpinistes qui cheminent sur une vire en pleine roche inexplorée sont en réalité entourés de boîtes de conserve et d'arêtes de poissons. Et les mêmes détritus attendent une cordée au sommet d'une magnifique pointe dont les assaillants pensent pourtant réaliser la première ascension. Cruelle illusion. Alors voilà, si vous voulez faire connaissance avec Samovar et Baculot, là c'est vraiment un des tout premiers dessins. Ils vont évoluer au fil de sa carrière d'humoriste. Après, il les dessinera plus tard. Mais là, ils sont quand même pas très jolis. Alors, le grand, il trouve toujours que tout va mal. Le gros trouve toujours que tout va bien, que tout va aller très bien. Et là, on a trouvé donc dans les annales du GHM le top du top de leur équipement. Là, ils sont vraiment... Ils ont tout ce qu'il faut. Et le grand fume la pipe. C'est drôle, comme Samivelle, il fume la pipe. Ah ouais.
Et puis donc, tu parlais du texte d'Étienne Brûle, et c'est pour illustrer ce texte qu'il a dessiné le Tacule Palace, déjà bien rempli. On parle déjà de surfréquentation, à mon avis, en 1920. Ah ouais, c'est un précurseur. Hein, ouais. Un précurseur. Mais voilà, ils sont inénarrables, et leur évolution physique va prendre un tournant incroyable dans la parade du Diplodocus, parce que ce sont eux, là, sur le Diplodocus, à gauche. Ouais. Alors, ils sont devenus des... Ça, c'était plus pour les enfants, c'est ça? Voilà, mais juste, c'était pour montrer l'évolution des deux personnages, leurs costumes. T'en as pas d'autres sur le ski, tout ça, où on voit... Après là, okay. Non, mais si tu veux. Hein, non, mais on suit. Si tu veux. Le sourire s'efface, parce qu'en fait, il veut faire rire avec la montagne. Hein. C'est un des premiers humoristes, dans les dessins en tout cas, par rapport à la montagne. Et c'est vrai que... Et surtout par rapport, il se moque beaucoup des alpinistes. Oui, qui sont... de leur travers, il les admire, il trouve qu'il faut aller en montagne, que tout ça doit être accessible, mais il voit tout. Oui, il les glorifie pas, quoi. Il n'est pas en train de... Mais avec humour. Le sourire s'efface dans les dernières pages consacrées au pronostic et anticipation. Une ambiance sinistre se dégage de l'alpinodrome. Massif en carton-pâte recouvert de tuyaux, de projecteurs et d'installations biscornues destinés à des grimpeurs en costume-cravate qui doivent effectuer un parcours d'épreuve de 1 à 6 en référence au degré des difficultés en escalade. Un speaker annonce qu'un virtuose va tenter de gravir la fissure en Z, considérée comme un passage clé de l'ascension du Grépon, mais qui n'a ici plus rien de naturel. Samivelle imaginait-il avec 50 ans d'avance la création des premières salles d'escalade. Son inquiétude face à toutes les formes d'artificialisation atteint son paroxysme dans la double page suivante qui met face à face l'alpinisme en l'an 2000 et l'alpinisme en l'an 3000. Dans le premier dessin, des passerelles, des téléphériques et des enseignes décorent chaque aiguille. Dans le second, le même paysage est libéré de tous ses équipements, à l'exception de quelques morceaux de ferraille et d'une éternelle boîte de conserve. Plus aucune trace de vie humaine. Par le dessin, vous dites des vérités qu'aucun n'a osé dire. Cette planche numéro 28, l'alpinisme en l'an 3000, a quelque chose d'infiniment tragique. Elle fait frémir et douter, écrit Guy Doré à Samivelle le 24 septembre 1931. Ce pessimisme n'est pas une simple posture pour le guide qui possède un chalet au Breuil, au pied du versant italien du Cervin, et voit son bel alpage devenir une station de ski sous la volonté d'entrepreneurs puissants. Empressez-vous de monter à mon petit mât si pastoral et solitaire, lieu de rêve, paradis encore intact ou presque, écrit-il. Bientôt, la route, des autos seront arrivés, jusqu'à là pour y porter le bruit citadin, l'odeur de l'essence et tout le reste. Alors, il me faudra renoncer pour toujours à ces endroits qui ont souri à ma vie pendant plus d'un demi-siècle. Après la route viendra la construction des immeubles de la station baptisée Cervinia en 1935, l'année même où Guy Doré rendra son dernier soupir. Alors voilà, Sous l'œil des Choucas, donc c'est son premier ouvrage. La préface de Guy Doré, avec qui il avait vraiment des liens très affectueux. Je signale au passage que Sophie a enquêté auprès de l'université de Nice, qui conserve tous les courriers, les courriers de Samivelle avec Guy Doré, Ramu, enfin d'autres, Jean Giono. Ouais. C'est un fonds incroyable. Et ils nous ont bien aidés. Donc, dans le livre, vous pourrez trouver des échanges épistolaires entre toutes ces belles personnes. Là, j'ai choisi de vous montrer un dessin qui est Sous l'œil des Choucas, mais qui n'est pas dans le livre parce qu'on ne pouvait vraiment pas tout mettre, mais qui s'appelle « L'alpiniste chronomètre. Ôtez-lui sa montre, il n'a plus d'impression ». Et je me demande si... On va le montrer dans 15 jours quand Benjamin Védrine vient. Le pauvre, non mais les temps ont changé, tout va bien. Tout va bien. Et juste avant, donc il y a un album qui est paru, c'est un album ça s'appelle Sur les planches. Et on trouve
pour la première fois, donc ça c'est une aquarelle, la trace qu'on retrouve dans énormément de ses œuvres, qui est creusée avec l'ombre du skieur, le skieur à sa corde qui file derrière lui. Et en fait, c'est Samovar et Baculot. Et Samovar dit, mais enfin, je comprends pas, je t'entends pas tirer, je te sens plus tirer sur la corde, mais tout en haut, il y a une crevasse. Baculot est tombé. Ouais. Et donc, dans cet album, on voit les aquarelles telles qu'elles, toutes pures, avec cette seule trace, et la page d'après, une foule incroyable qui est dessinée, enfin, il n'y a pas deux visages pareils. Oui, ça c'est un petit... J'ai zoomé dedans. T'as zoomé, hein, parce que le dessin est beaucoup plus grand. Non, j'ai zoomé, et la page est remplie, et ça, il l'a fait énormément de fois, c'est-à-dire qu'il peut dessiner la pureté intégrale, aquareller la pureté intégrale, et fouiller, et nous donner à voir, comme dans les dessins de Charlie, quoi. Et toujours là, il n'y a toujours pas de remontée mécanique, ah, bah quoi. Non. Donc vous avez un peu l'anticipation, quoi. Ah, bah non. Il y pensait déjà à tout ça. Ouais. Oui. C'est incroyable. Donc, il vide ses dessins. Oui, alors il a aussi fait cet album qui est assez rigolo, qui s'appelle Moins 10 degrés. Tous ces ouvrages ne viennent pas de la famille Gaillet, parce qu'on les a trouvés, des collectionneurs nous en ont prêté, des chamoniards. Les amis du vieux Chamonix sont un des piliers de ce bouquin, parce que leur bibliothèque est quelque chose d'incroyable. Et même Françoise Simon avait des choses personnelles qu'elle nous a prêtées. Donc je tenais à le signaler. Et là, je me suis amusée à vous montrer l'inspiration qui vient pour certains dessins. Donc ce skieur qui est sur un terrain qui paraît improbable et ne pas exister, en fait, je l'ai trouvé dans les plaques de verre, la numéro 215. C'est vers les Contamines. Un jour, la neige était comme ça. Ouais. Ah ouais. Et ça l'a inspiré pour ce lavis, ça, c'est un lavis. On n'a jamais vu, nous, vraiment de la neige comme ça. Ben non, juste... Un peu, si. Alors si. Quand il y en a. Pas aussi prononcé. Mais enfin, c'est vrai que... Alors donc, il a après fait beaucoup de couvertures de livres. Voilà, là je vous montre une aquarelle de l'album Neige, un album très très rare. Ça s'appelle La Fuite plutôt, il n'y a pas d'article, Fuite. Et puis donc il se met à l'aquarelle vraiment, et elle plaise tellement que de nombreux, enfin surtout les éditions Artaud lui demandent d'en utiliser pour des couvertures de livres. On connaît le livre de Paul Guichonnet sur la Savoie, là c'est sur Grenoble, il en a fait sur l'Autriche, là c'est un calendrier, les beaux pays. Et puis cette aquarelle-là, elle est vraiment spéciale parce que c'est un souvenir qu'il a eu avec un guide où ils se sont fait une belle peur à Henri May. Et voilà. La Pointe Isabelle. Ouais. À la Pointe Isabelle, dans le glacier de Talefre. Et il attaque aussi les albums pour enfants. Pour enfants, parce que donc il a ses deux fils, Vincent et Philippe qui va naître en 1939. Et c'est là qu'il se met à à dessiner pour Goupil, Isengrin, Merlin, Merlot. Il y en a énormément. Il en fait pour le père Castor aussi. Oui. Ouais. Et justement, je vous ai montré la parade des diplodocus avant et les blagueurs de Bagdad. Les blagueurs de Bagdad, le texte est assez court, c'est absolument hilarant. Et la parade du diplodocus, c'est pas toujours facile à lire. Et quelquefois, ces albums pour enfants sont pas forcément très simples. Et d'ailleurs, il les appelait pas les enfants, il disait les petites personnes. Il s'adressait à eux comme une personne. Donc voilà, mes enfants les ont lus quand ils étaient petits. Oui, ils ont. Mais ils s'en souviennent pas trop. Toujours friand d'expérimenter de nouveaux médias, Samivelle se laisse séduire par le projet que lui propose dès 1934 Henri de Ségogne, accompagné comme cinéaste la première expédition française en Himalaya. Le groupe de haute montagne envisage l'ascension de Hidden Peak, futur Gasherbrum 1, sommet de 8068 mètres dans le massif du Karakoram, à la frontière entre la Chine et le Pakistan.
De Ségogne, le chef d'expédition constitue une solide équipe d'alpinistes et charge Samivelle de tester le matériel de tournage en altitude avec comme assistant un jeune journaliste, Marcel Ichac. Le 7e art est l'autre passion de Paul. Depuis qu'à 16 ans, sa mère lui a offert une petite caméra à manivelle, filmant ses sorties à ski avec ses camarades du lycée, il a produit un film d'1 heure baptisé avec une pointe d'orgueil « L'art du ski ». Au début des années 30, équipé cette fois d'une caméra 9,5 mm, il tourne une fiction se déroulant dans les Alpes à l'époque romantique, Sublimes horreurs. Il documente aussi une ascension de l'évêque au Mont Blanc qu'il réalise avec son fidèle ami Pierre Keller. Durant l'été 1934, Samivelle et Ichac s'installent au refuge du Couvercle avec Henri de Ségogne et Pierre Keller, qui vont sous l'œil des caméras se lancer dans l'ascension de l'Aiguille Verte par l'arête du Moine. Pendant plusieurs jours, une tempête de neige confine l'équipe au Couvercle et c'est un sommet tout verglacé qui se dévoile au retour du beau temps. Le tournage devient périlleux, chaque prise prend le double de temps prévu. Samivelle passe presque 2 mois à écumer le secteur pour ajouter des séquences vouées à la célébration des beautés de la montagne. Comme il l'écrit à Claire-Éliane Angèle, qui s'apprête à rédiger la critique du film pour la revue du ski, ce que j'ai surtout cherché à rendre, c'est la simultanéité entre l'espace et le temps. C'est pourquoi les vues passent brusquement d'un gros plan de personnage à une grande scène alpine ou à la chute d'une goutte d'eau. Je voudrais essayer de rendre en image l'énorme symphonie visuelle d'un instant alpin. L'apprenti cinéaste se déclare cependant très insatisfait du résultat, car de nombreuses péripéties l'ont empêché de suivre le fil conducteur qu'il s'était fixé. Ah oui, ça c'est le tournage. Alors en fait, il avait été pressenti pour aller au Hidden Peak avec l'expédition de... Comment il s'appelle ? D'Henri de Ségogne. Henri de Ségogne. Et ce film sur l'Aiguille Verte était une préparation, une espèce d'entraînement. Et en fait, lui, il a voulu faire du travail d'art. Il s'est focalisé sur des gros plans, sur des plans de glaçons. Enfin, un travail d'artiste qui a moins plu que le travail rigoureux et plus moins journalistique, de Marcel Ichac, c'est bien fait. Mais il en a été assez contrarié, d'autant qu'il a appris qu'il était évincé seulement un mois avant, quoi. Donc on a retrouvé des coupures de journaux où il est encore annoncé à partir au Karakoram alors qu'il était éliminé. Mais dans ces fameuses boîtes de plaques de verre, on a retrouvé des photos qu'il a faites de la pellicule du film. Ah oui. Avec les gros plans, on en voit quelques-uns dans le livre où il photographie. Il tenait à garder un souvenir en photographie de ce film. Bon, mais il ne s'arrête pas là, hein. Il y a quand même toujours... il en fera d'autres, des films. Non, j'ai juste... Excuse-moi, je reviens en arrière sur 2 petits livres qui sont tout mignons. François de France pour enfants, qui est vraiment un petit recueil très joli et qui rappelle totalement Tchoupi. C'est-à-dire qu'on voit François de France à la montagne, à la plage, en ski, dans sa chambre. Expliquez, François de France, c'est pendant la guerre. C'est pendant la guerre. Et lui, il a son petit garçon, Vincent, qui a déjà 5 ans, 6 ans. 7 ans. 7 ans, peut-être, oui, je ne sais pas compter. Et ce livre a été proposé par l'éditeur comme cadeau à Pétain. Donc, lors d'une cérémonie avec des enfants. Et donc, certains disent « Ah oui, Samivelle, voilà, il a fait un livre pour Pétain. » Pour l'avoir feuilleté, l'avoir reproduit, l'avoir scanné, il n'y a pas une seule page où on verrait le petit garçon François avec même un crucifix ou travail famille ou le portrait de Pétain. Et donc, j'avais envie de le dire. Voilà, parce que tu as entendu des gens dire qu'il était... Oui, mais à cette époque-là, tout le monde était... Mais c'était une commande, il fallait bien qu'il vive aussi. Mais il visite une église dans les Scènes, il va dans une église et il ne parle pas de la religion, il parle de la beauté de l'architecture faite par les maçons, par exemple. Donc voilà, je chipote un peu, mais... Et puis, je voulais vous montrer le tout petit bouquin chansons de montagne. Il est un peu abîmé, il a des élastiques pour montrer qu'il faisait un peu de tout, quoi. Celui-là, il n'est pas gros.
et il a repris des chansons traditionnelles, les airs des chansons traditionnelles qu'il a adaptés avec des textes sur la montagne. Construisez des culmes, des routes, des funiculaires ou des téléphériques, montez les gens en car, en benne, en wagon, en ascenseur, en panier à salade, en tout ce qui vous plaira. Débarquez-les en vrac dans un désert dont la première beauté est justement d'être désert. Et collez-les avec des coussins sous les fesses devant le plus beau des paysages du monde. Ils bailleront. Ils bailleront, messieurs, à raison de 300 francs de l'heure. Il est vrai que ces 300 francs iront dans vos poches. Tout s'explique. En octobre 2023, de jeunes militants d'Extinction Rébellion se joignent au groupe de défense de l'environnement qui occupe le chantier du téléphérique de la Grave sur le glacier de la Girose et qui citent pour faire passer leur message avec plus de force sur les réseaux sociaux, un écrivain disparu en 1992, avant la naissance de la plupart d'entre eux, Paul Gaillet-Tancrède, alias Samivelle. Le texte qu'ils ont exhumé n'est pas loin d'un siècle. Dans les années 1930, le dessinateur décide en effet d'utiliser une arme contre messieurs les entrepreneurs de spectacles naturels. La machine à écrire. Rédiger les textes d'albums pour enfants lui a donné confiance dans ses capacités littéraires. En 1934, il commence à imaginer un récit qui se situera à la frontière du roman et de l'essai et qui s'intitulera « Le mal des montagnes ». Un jeu de mots. Donc, oui, pour dire que il n'a pas que utilisé que le dessin. Ah bah non. Et que c'était quand même un lanceur d'alerte déjà dès les années 30. Tout à fait. Et donc on va passer sur en fait, on va pas dire une carrière de lanceur d'alerte parce que c'est pas une carrière, mais il l'a fait de tout temps. Mais quand il va vraiment militer, c'est plus tard. Ouais. Mais là, quand même, c'était son texte au début que je lisais. Et c'était dans les années 30. Ouais. Oui, dès 1930. Et puis, il est virulent. Hein. Mais c'est repris maintenant, quoi. Ouais, par Action Rébellion. Voilà. Oui, qui casse un peu tout, je crois, mais bon. Oui, on est loin des aquarelles de pureté de Samivelle. Oui. Ouais, lui, il voulait se battre avec des mots et des dessins. Mais en fait, il me fait penser à maintenant, enfin, on pourrait dire, par exemple, les gens qui veulent vraiment montrer l'émerveillement des choses, la nature. C'est par exemple le réalisateur Vincent Munier ou ses photos, alors que lui, Samivelle, il était vraiment là-dedans aussi, quoi. Oui. Donc, oui. C'est ça. Avec ses aquarelles. C'est ça. Et il faisait avec son art. Et il le faisait avec de l'humour et pas que. Avec aussi... il était quelquefois assez... il a fait un discours, le discours du premier congrès de Mountain Wilderness France sur la montagne en 88, si je ne me trompe pas, qui est un discours extrêmement virulent. Hein. Il était vraiment... là, on ne peut pas dire qu'il était précurseur, mais il a pris la machine en route, quoi. Quand il a vu que les gens se bougeaient, il les a aidés au maximum. Mais il a quand même continué dans le cinéma. Georges Decaune est assis bien droit devant son micro, prêt à lire le texte qu'il vient de rédiger pour la radiodiffusion française. Il est 19h30, ce 20 mai 1948. Le Force, navire battant pavillon norvégien, a accosté quelques heures plus tôt à Édimbourg en Écosse, dernière escale avant la longue traversée qui doit conduire l'équipage jusqu'à la baie de Disko sur la côte ouest du Groenland. Dans 10 jours, si tout va bien. Une fois la liaison établie avec Paris, le journaliste se lance dans un compte-rendu. Voilà une semaine tout juste qu'avec les autres passagers, il a quitté le port de Rouen. Le mal de mer ne les a pas épargnés. Un boogie-woogie infligé par une mer aussi tourmentée qu'un intellectuel de Saint-Germain-des-Prés, plaisante-t-il. Mais chacun a fini par retrouver son équilibre et vaquer à ses occupations. Paul-Émile Victor, qui prend son rôle de chef très à cœur, organise des réunions quotidiennes pour préparer chaque étape de l'expédition, la toute première française sur le sol du Groenland. Ceux que le journaliste appelle les cryopédologues révisent leurs connaissances autour du géologue André de Cailleux, qui publiera au retour Terre Arctique chez Artaud. Philippe Plisson et Robert Guyard veillent sur les Weasels, ces chenillettes héritées de l'armée américaine qui leur permettront de progresser, espèrent-ils, aussi bien sur la terre ferme que sur la glace. Le docteur Latargette bouquine sur un transat n'ayant pour le moment personne à soigner.
Pendant ce temps, poursuit Georges Decaune, Samivelle, peintre et cinéaste de l'expédition, escalade un mât pour trouver le meilleur angle prise de vue, en se souvenant qu'il est avant tout un spécialiste de la montagne. Il est bien vrai qu'on le retrouve souvent perché en hauteur depuis le début du voyage. À Rouen, le 14 mai, c'était du haut d'une colline qu'il a saisi l'arrivée du cortège de véhicules transportant les 90 tonnes de matériel jusqu'au port. Il a ensuite escaladé une grue pour enregistrer l'embarquement des lourdes caisses et des Wesel à bord du Force. L'agile trentenaire ne renonce à aucune acrobatie pour réussir son reportage, ce qui n'empêche pas de s'employer à détendre l'atmosphère. Oups. Si nécessaire, lorsque le capitaine se fâche en découvrant que ses passagers veulent emporter un câble de téléphérique de 4 tonnes. C'est accablant, lance Samivelle, provoquant l'hilarité de ses camarades. Oui, il avait l'art du jeu de mots aussi. Oui, cette expédition au Groenland, c'était quand même une sacrée aventure, parce que l'équipement est vraiment, quand on regarde l'allure qu'il a d'ailleurs sur la photo de droite, là, qu'il a l'air d'avoir bien maigri. Oh là là, ouais. Le Force, le fameux bateau, est inconfortable au possible. Ils mangent des soupes dans la soute. Enfin, mais lui, il se plaint jamais, en fait. Il suit. Et André Decailleux, qui a écrit ce livre, Le géologue, dont Sophie parle, le décrit comme un compagnon absolument extraordinaire et qui est toujours... il filme, il est là pour faire un film, mais en même temps, cette expédition, là on le voit revenir, il a meilleure mine, et cette expédition va lui inspirer des aquarelles absolument sublimes qui sont conservées alors pour le coup au musée ethnographique de Genève. Il a déposé ces aquarelles au musée ethnographique de Genève en 1992, c'est-à-dire quasiment l'année de sa mort. On ne sait pas exactement pourquoi il a choisi Genève, cet endroit-là. Ouais. Elles sont bien là-bas, mais voilà, on était contente de pouvoir les voir, et en utiliser certaines. Et ça l'a inspiré beaucoup d'histoires aussi, non ? Beaucoup d'histoires, dont un très joli livre pour enfants, donc on y revient, Ayurpok et Ayungwila. Donc Ayurpok, et lui, il a essayé de se former un petit peu au sens des mots groenlandais. Ayurpok, ça veut dire tout va mal. C'est moi qui ai écrit tout va mal et tout va bien là sur la couverture. C'était pour vous montrer. Et Ayurpok, c'est le garçon, ça veut dire tout va mal. Et la petite fille, Ayungwila, ça veut dire tout va bien en groenlandais. Donc, c'est un petit hommage. Un peu féministe. Un peu. Allez, on va prendre ça pour le féministe, c'est bien. S'il joue parfaitement son rôle de cinéaste et de journaliste, il continue aussi à aiguiser son regard à la fois émerveillé et amer sur la nature. Apercevant quelques dos de baleines au large de l'Islande, il prend note pour les nouvelles littéraires. Il était désormais prouvé que les baleines existaient ailleurs que sur les images des livres ou dans les documentaires de cinéma, qu'elles vivaient réellement magnifiques et libres. Cette évidence me rafraîchit la cervelle et le cœur comme une cascade d'eau vive. La grande misère des hommes modernes, c'est de cesser de percevoir la réalité indépendante de l'univers et de ne plus y découvrir anthropomorphiquement qu'eux-mêmes d'un périr ennui ou d'un s'empoisonner mutuellement de leur propre image. Voilà ce qu'il dit, Samivelle. Il a aussi, à ce moment-là, dans ses aquarelles inspirées par le Groenland, il y en a une où on voit un ours sur un petit glaçon et un tout petit écriteau au dos qui dit « Défense de monter à bord ». Il fallait quand même repenser à la protection de l'ours et des glaces. Et il a eu quand même pas mal de prix pour, en tout cas, à Trento, Festival de Trento, là, pour oui, ses films. Oui, parce là, que c'était plus une réussite. Oui, il a fait le film. Alors ça, il revient en France. Il a fait un film qui s'appelle Cimes et merveilles et qui a eu le premier prix du premier festival de films de Trento, festival de montagne. Il était en concurrence avec, devinez qui, Frison Roche et Georges Terraz pour l'album Sur les traces de Premier de Cordée. Mais ils se sont mutuellement adressé des courriers qu'on a retrouvés à Nice et ils se congratulaient chacun, Georges Terraz congratulant son ami Samivelle pour son premier prix.
Donc toujours une bonne ambiance entre ces artistes. Alors, tu veux continuer sur- Alors, en fait, le Groenland, ça lui a donné aussi l'envie de voyager. Et de voyager, du coup, il fait le tour de pas mal de pays dans les années 50-60. Il part en Égypte. Il a écrit un livre qui s'appelle Trésor de l'Égypte, je crois, qui est extrêmement érudit. Il a fait un film. Et dans ce livre sur l'Égypte, il parle de la construction des pyramides à sa façon, mais il argumente. Et pour lui, les pyramides, elles ont été conçues comme ça pour monter vers le ciel, pour rejoindre l'au-delà. Et puis, il y a des chronologies à la fin de ses livres savantes, avec toutes les civilisations qui sont répertoriées. Enfin, c'est impressionnant. Il en a fait sur la Provence, il en a fait sur la Grèce, avec de très belles photos, sur l'Islande, et parallèlement, il se faisait conférencier. Donc, une activité extrêmement foisonnante. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il commence à découvrir, qu'il découvre donc le Grand Paradis, premier parc naturel d'Europe, en Italie, en Paradiso. Il le parcourt en long et en large, il fait un film et il écrit un livre également. Et c'est là que va commencer donc une activité finalement, il parcourt les parcs et il crée des affiches. Oui, de propagande, si tu veux. On peut le dire. Tu peux dire. Ouais. Et il est sollicité pour créer des affiches, des parcs qui se fondent petit à petit. Pour la Vanoise. Là, sur cette image, je vous ai montré la couverture du livre Grand Paradis, mais aussi, en même temps, il se prend de passion pour les micros insectes. Il se met à filmer dans l'herbe, il filme toutes les bestioles, les araignées, etc. Et ces photos sont dans un livre qui s'appelle Univers géant, qui est assez drôle encore. Et je vous dis la légende de celle-ci, que je trouvais très jolie, qui s'appelle « Une famille de gouttes d'eau en promenade le dimanche ». Et les légendes de ces photos, que ce soit pour l'Égypte, sont toutes, mais quelquefois elles font 10 lignes. Et elles sont toutes pleines d'esprit et d'amour, je trouve, pour ce qu'ils voient, ce qu'ils photographient. Et là, évidemment, cette affiche, il y a plein de gens qui ne connaissent pas Samy Vell, mais qui connaissent cette affiche. Elle a fait quand même le buzz. Et donc, il est à l'origine, avec d'ailleurs l'atelier Ésope, avec Jacques Michel, qui sont allés trouver les organisateurs du parc et qui ont décidé de créer cette affiche où on voit la grande casse derrière, qui est emblématique d'un début de combat. Puisque l'affiche des 10 commandements de la montagne, qui est éditée un peu plus tard que la création du parc de la Vanoise, c'est vraiment des commandements. C'est vraiment, comme tu dis, de la propagande positive. C'est-à-dire, allez-y en montagne. Il n'a jamais dit à personne, n'y allez pas. Allez-y, mais bon sang, respectez. Et évidemment, les commandements sont très rigolos. Ils sont pas. Ils sont toujours d'actualité. Ils sont pas si sévères. Ils sont très amusants. Ouais. Est-ce qu'on peut laisser un temps pour les questions, s'il y a des gens qui ont des questions, peut-être. Parce que après, on peut dire après Samy Vell, la fin de sa vie. Après, c'est. Alors, je voudrais juste dire un mot sur le Fou d'Edenberg. Oui. Parce que c'est son roman. C'est le seul livre de Samy Vell où il n'y a aucune image. Il est extrêmement dense. C'est un texte incroyable. C'est le combat d'un berger. Là, c'est une photo de berger de Suisse qui était accroché dans son bureau et qui l'a inspiré pour le personnage. C'est lui, le Fou d'Edenberg, le berger, parce qu'il veut pas. Il lutte contre la construction d'une station de ski dans son village et il va jusqu'à faire exploser un pylône. Et l'histoire est très très dense. Elle est remplie
d'allusions à un tas d'autres histoires. Il a mis 2 ans à l'écrire. Et à Nice, il y a toutes ces notes, toutes les notes qu'il a écrites pour pouvoir être dans le vrai pour chaque petit détail. Et il a eu beaucoup de succès, il a été réédité l'année d'après. La couverture jaune, il ne l'aimait pas du tout, il a fait refaire la couverture bleue. Ouais. Rien que pour créer la couverture, il y a 10 lettres échangées avec le photographe pour savoir où en était le personnage, où était le chalet, comment était la neige, etc. Et c'est comme ça qu'il faisait pour tout. Il avait une réputation un peu de difficulté. Ouais. Oui, de perfectionnisme. Oui, c'était pas quelqu'un de facile non plus, d'après ce qu'on a entendu aussi. Non, mais très respectueux des gens quand même. Donc pour résumer, c'est un artiste qui a toujours vécu de son art. Oui, il en vivait bien. Et c'était aussi bien le dessin, l'écriture, le cinéma. Voilà, oui, c'est ça. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est énorme déjà pas mal. pour l'époque. Et un grand alpiniste quand même. Un grand alpiniste. D'ailleurs, il est dans les 100 alpinistes, le livre qu'on avait fait pour les 20 ans des éditions Guérin. Un grand Guérin. alpiniste, et il y aurait quelque chose à faire là-dessus, certainement. Voilà. Bon, après, je vous ai fait défiler quelques cartes. Vous avez des Est-ce qu'il avait ce qu'on appellerait aujourd'hui des sponsors? Non. Je dis sponsor, mentor, je sais pas. À notre connaissance, non. Bon, après, il vient d'une famille aisée aussi. Hein. Oui, mais en fait, ça, il n'a jamais raconté ça. C'est pour ça que cette biographie était aussi assez difficile à faire, parce qu'il n'a pas fait d'autobiographie où il raconte comment il se débrouille. Mais il y a des notes, toujours à Nice, là, de ses ventes, et il se débrouillait bien. Il se débrouillait bien et ça marchait, quoi. Il était vraiment apprécié. Hein. Les gens s'arrachaient ses aquarelles. Il en a fait avec Giono pour son livre. C'était pour quel livre? Non, c'est plutôt Giono qui a fait une préface. Ah oui, qui a fait une préface pour lui, c'est vrai. Et puis, par contre, oui, il a illustré d'autres livres que ses textes à lui. La Grande Peur dans la montagne, Ramus. Il avait créé des aquarelles pour l'univers de Ramus. Il y a aussi des échanges de lettres, là. Et en fait, ces aquarelles avaient disparu. Et puis, elles ont été retrouvées en 2009 seulement. Et le livre est paru en Belgique. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais l'éditeur très sympa nous a raconté ça à Sophie. Et puis, bon, il décline, après, pour vendre bien, il décline ses aquarelles en carte postale. Et là, il fait un tabac. C'est lui qui les a fait. Oui, c'est lui à l'origine. Les premières. Si ça n'avait pas été fait à posteriori. Non, c'est-à-dire, il y en a eu, là, j'en ai pas montré, mais il y en a qui paraissent déjà dans les années 50 par un éditeur qui n'existe plus, qui s'appelait Province de France, un truc comme ça. Elles sont dentelées autour. Là, on en voit une à gauche. Ensuite, il y a les éditions Mitra à Salanches qui ont repris le flambeau avec Aesop, toujours. L'atelier Aesop est présent dans toutes ces éditions d'affiches et de cartes postales. Puis les éditions Aesop qui en commercialisent encore et qui sont en relation évidemment avec la famille. Donc voilà ce que je fais. C'est Aesop qui a édité l'ouvrage, parce que le rendu des photos, c'est très net. Moi, je n'aurais pas cru qu'il y ait une aussi bonne restitution. Alors, c'est gentil de dire ça parce que c'était un gros souci. Parce que entre les plaques de verre tout abîmées, pourries et mal photographiées, et puis des aquarelles qui venaient du musée de Genève, on avait peur qu'il y ait des disparités. Et l'imprimeur... Non, c'est toujours notre imprimeur à Turin. À Turin. C'est BP depuis 30 ans, c'est BP qui imprime. Et puis avec Stéphanie aussi, et puis tout le monde, quoi. Il y a un étalonnage qui s'est fait, et c'est vrai que tout ressort très très bien. Et pour répondre à ta question, l'atelier Aesop a numérisé des affiches de manière fantastique, et ils nous ont ils nous ont aidés, quoi. Ils nous ont aidés, et c'est pour ça que les documents sont très beaux. C'est bien rendu, moi. Oui. J'avais peur d'être déçu. Tu voulais poser une question? J'ai deux questions. Une petite à laquelle
peut-être pas la réponse, c'est que je me demandais si Morguillot connaissait Samivelle. Ah, ça, j'en sais rien. Oui, c'est vrai que... De le savoir. Oui. Et l'autre, est-ce que vous pourriez nous lire ces 10 commandements de la montagne? Ah oui, alors il faudrait mes lunettes. Enfin, C'est dans le bouquin, ça. ah c'est- oui, enfin, les 10 commandements. Oui, oui, attends, elles sont là. Elles sont là. Si, c'est vite fait. Non, là, j'ai voir. Est-ce qu'ils sont dans le livre? Oui, elles y sont. Tu sais plus, moi je ne connais pas par cœur. Là, là. Alors. Tu veux lire? Vas-y, Allez, je vais- vas-y. C'est Allez, écrit petit. 1. Lire, marcher, grimper, apprendre le métier. 2. S'équiper comme il faut et former une bonne équipe. 3. S'entraîner peu à peu, ne pas courir la poste. 4. Respecter la nature, le silence et les gens. 5. Laisser en paix les bêtes et le refuge propre. 6. Ne pas vouloir monter plus haut que sa culotte. 7. S'engager sans compter sur l'hélico sauveur. 8. Être serviable, aider les copains dans l'ennui. 9. Descendre sans tarder si le temps se détraque. 10. Admirer, retenir la leçon de la montagne. Pas mal. Voilà. Ne pas monter plus haut que sa culotte. Voilà, c'est Ouais. pas mal. Tout est dit. Et là, du coup, sur ces 2 cartes postales, vous voyez, il y en a une qui est assez ancienne à gauche, avec le chouka omniprésent dans l'univers de Samivelle, qui dit aux alpinistes encore vous. Ouais. Et à droite, ce sont les hélistoppeurs. Donc ça, c'est une bonne charge contre ceux qui peut-être disent « Ah, on est épuisé ». Il manque la boîte de conserve. Ah Ouais, oui, c'est vrai. Alors, elle y est souvent. elle y est Ouais. dans le livre. Ouais. Et la boîte de conserve, oui, omniprésente. Elle date de quelle année les trois qui sont à droite? Les hélistoppeurs. Ça date un peu tout des années 70 par là. Il y Oui. a déjà les hélicos. Oui, il y avait eu une grosse histoire d'ailleurs à Chamonix parce que Maurice Herzog voulait organiser un grand dîner au sommet du Mont Blanc. Et donc ça a été la Bronca, Samivelle et d'autres qui ont réussi à faire en sorte que... Il a milité aussi contre le téléphérique, la télécabine Elbronner. Et Michel Charlet n'était pas très content après lui. Néanmoins, la même année de cette... c'était déjà construit, mais il a fait une exposition à la Maison de la Montagne et en 73, et il a eu un succès, mais fou, quoi. Tout le monde s'arrachait pour venir voir, même s'il n'était pas très d'accord avec la politique du maire. Mais pas pour tout. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont connu Samivelle dans la salle? Non? C'est quoi la question? Est-ce qu'il y a des gens qui ont connu Samivelle? Rencontrer. Ah, ouais. Moi, Toi. il y a longtemps. On sait quand sortira le film de Christophe. Ça devrait sortir sur France 3, mais on n'a pas la date encore. Non? Ah oui, on attend, tout le monde attend. Et, Il est projeté dans le Vercors, je crois. oui, à Gap, à la Cinémathèque de Gap, et puis peut-être dans À le Autran, Vercors aussi. non? À Autran, je sais pas. Il me semble, je sais pas. Et- Ouais. Il y aura une conférence au mois d'avril à Chambéry. Ah oui? Une conférence À Chambéry? Chambéry par M. Claude Truchier. Ah oui, des membre amis. des Amis de Samivelle. Oui. Ah oui. Une Oui. conférence, je crois que c'est le 12 avril. D'accord. C'est un dimanche. Et ce qui serait chouette, c'est de retrouver un film de Samivelle, quoi, aussi. Alors il y en a, Luce Gaillet est allé à... Ouais. est allé à Gap avec des caisses de... Alors, des films de films. Samivelle, il en existe. Ah oui. C'est Madame Guylaine Nové-Josserand qui les a. Oui, mais je pense qu'il y en a aussi à la Cinémathèque de Gap. Je pense. Oui. J'ai pas entendu. À la Cinémathèque de Gap, il doit y en avoir des Oui, films. mais de montagne. elle en a. Vous allez trouver Cime de Ouais. merveilles, Trésor de Oui, oui. l'Égypte, Oui, Univers mais- géant, Oui. peut-être un quatrième, c'est un cinquième, je sais pas. Mais Oui, ils sont c'est- pas, vous n'avez pas le son, D'accord. vous avez l'image. Et Madame Guylaine Nové-Josserand avait
le droit par Saint-Mivel Oui. de lire les textes. Oui, oui. Mais elle a été beaucoup en relation avec Sophie. Elles se sont beaucoup parlé. Donc peut-être qu'on a l'espoir un jour de les voir. Je ne suis pas convaincu que vous puissiez les numériser. Faudra poser la question. On verra avec les ayants droit. Les ayants droit, ce sont les petits-enfants et encore la belle-fille de Saint-Mivel qui est en vie et qui était enchantée de voir ce livre édité. Ben oui, mais nous aussi. C'est un très beau livre. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre attention. Bonne soirée.